Donc voilà, bienvenue donc à ce webinaire Réussir ses campagnes emailing. Donc aujourd'hui donc nous serons accompagnés de Christine Santerre et Christine Quin. Donc voilà. Donc vous pourrez poser toutes vos questions à Christine Santerre et Christine Quin à la fin de ce webinaire. Donc elles y répondront avec plaisir. Donc pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je vais lancer un petit sondage pour savoir un petit peu qui vous êtes, savoir à qui on a affaire. Donc voilà pour la première question. Quel utilisateur donc d'emailing êtes-vous? Donc vous allez voir un petit questionnaire apparaître sur votre écran. Alors voilà, je lance. Donc normalement vous avez un sondage qui apparaît sur votre écran. Vous avez quelques secondes pour y répondre. Donc, êtes-vous plus amateur, professionnel, ou passez-vous, donc, ou êtes-vous une agence? Donc voilà, je vous laisse quelques secondes encore pour répondre. Voilà. Hop. Donc, je partage les sondages pour que vous puissiez voir. Donc, est-ce qu'on voit bien les sondages, Christine? Oui, on les voit. D'accord. Oui, oui, on les Très voit. bien. Ok. Donc, on va passer maintenant donc à la deuxième question. Hop. Donc, quelle est la taille de votre base de contact? Donc entre 0 et 500 contacts, 500, 2500 contacts, 2500, 5000 contacts, 5000, 10 000 contacts ou plus de 10 000. Donc je vous laisse quelques secondes. Voilà. Donc je partage. Donc là on voit que la majorité c'est plus entre 0 et 500 contacts. Et ensuite 500, 2500 contacts. On a quand même 13% qui ont plus de 10 000 Voilà. contacts, ce qui fait une très belle base de données. C'est quand même assez important. Voilà. Et donc enfin, la troisième question. À quelle fréquence envoyez-vous des emails? Donc je vous laisse y répondre. Donc vous avez donc le choix entre 1 à 2 fois par an, 1 à 2 fois par trimestre, 1 à 2 fois par mois, 1 à 2 fois par semaine ou plus de 2 fois par semaine. Voilà. Je partage. Donc la tendance est plus donc 30%, 1 à 2 fois par trimestre, et on a aussi quand même 24% de plus de 2 fois par semaine, donc c'est pas mal. Et ensuite 1 à 2 fois par On mois doit être avec sur des newsletters. voilà, c'est ça. Ok, donc maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur vous, on va pouvoir commencer. Alors, donc voilà, donc si on a décidé de faire ce webinaire sur l'emailing, c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte chez WSI avec nos clients que la majorité se posait des questions voilà, par rapport à l'envoi d'emailing. Donc par exemple, comme vous pouvez le voir ici, je ne pouvais pas envoyer plus de 50 emails à la fois. Mes emails sont-ils lus? Comment créer un email attractif et efficace? Comment analyser les performances? Puis-je acheter une base de contacts? Si oui, combien ça coûte? Et donc voilà, donc pour nous aider à répondre à ces questions, je vais laisser la parole à Christine Santerre et Christine Quin, donc, qui vont donc nous éclairer sur le sujet. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, donc je suis Christine Santerre, je vais commencer cette présentation et avec Christine Quin, nous allons alterner et apporter notre expérience, apporter aussi toutes les anecdotes que nous vivons au quotidien avec nos clients sur la question de comment faire pour réussir ces emailing. Après une introduction qui vous permettra de découvrir ce qu'est réellement un emailing, nous irons plus dans le détail pour vous expliquer comment on peut créer une base de contacts, comment on crée aujourd'hui un emailing, comment on le programme et comment on l'envoie. Et puis enfin, nous parlerons aussi de la performance de l'emailing, est-ce qu'il est efficace ou pas,
et surtout comment faire pour augmenter la conversion, autrement dit le clic sur l'emailing qui conduit éventuellement à une vente ou à une prise de contact. Et nous conclurons avec les règles d'or pour réussir ces emailings, une sorte de checklist qui vous permettra, si vous vous lancez dans les emailings ou si vous voulez progresser, de ne rien oublier avant d'envoyer vos emailings. Alors, l'emailing est un outil qui permet de s'utiliser à 3 niveaux. L'un étant l'acquisition de nouveaux clients, donc on appelle ça aussi un emailing de prospection. Ça sous-entend qu'on puisse aller louer ou acheter des bases de données extérieures. C'est également un outil qu'on utilise pour la fidélisation de clients existants, des personnes donc, qui sont déjà dans votre base client et qui vont réacheter soit le même produit, soit des produits complémentaires ou supplémentaires. Et c'est également un outil très puissant en termes de conversion, je dirais même que c'est sa principale utilité, c'est de pouvoir convertir des prospects qualifiés. Donc en prospects qualifiés, nous allons voir ce qu'on entend par là, des bases de données de prospects pour lesquelles vous avez un maximum d'informations et pour lesquelles quand on envoie des messages, on va chercher à leur donner envie finalement de basculer à l'état de client. Donc voilà, ces 3 leviers, acquisition, fidélisation et conversion, sont ce qui aujourd'hui, quand on cumule les 3, permettent réellement un vrai décollage du chiffre d'affaires et de votre business. Nous avons ici le fameux tableau SWOT, pour ceux qui connaissent dans le domaine du marketing, et qui fait état en fait des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l'emailing. En ce qui concerne les forces de l'emailing, comme vient de le dire Christine, c'est un excellent outil pour convertir des prospects qualifiés, donc on va rentrer encore plus dans le détail tout à l'heure. C'est aussi un outil qui est extrêmement rentable parce que c'est un outil bien sûr qui est sur le web et de ce fait on quitte complètement l'univers du publipostage qui est sur papier et qui coûte cher, mais c'est aussi un outil rentable parce qu'on peut calculer facilement le retour sur investissement avec des tags, des outils qui permettent de calculer combien de contacts vous avez récupérés via l'emailing ou combien de chiffre d'affaires vous avez généré via l'emailing. Donc vous savez précisément combien vous avez mis d'argent dans l'emailing et combien aussi vous en avez gagné. Ce qui est intéressant aussi dans l'emailing, c'est que un quart des personnes qui reçoivent l'emailing le partagent avec leur entourage. C'est l'effet boule de neige, c'est l'effet tache d'huile, l'effet viral du marketing emailing. Pour la partie faiblesse, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a encore un problème d'affichage avec les images, ce qui vous oblige de temps en temps à cliquer sur un lien qui vous est toujours proposé et qui permet d'afficher l'emailing sur une image web. Très souvent, pas très souvent, mais de temps en temps, il y a également de temps en temps des mailings dans les grandes entreprises qui sont considérées comme des spams, des entreprises ayant mis en place des systèmes qui empêchent, on va dire, les emailings de rentrer. Et ça, c'est de temps en temps un souci pour nous. Côté opportunité, les mobiles et les tablettes qui sont de plus en plus utilisés pour la connexion Internet ont donné aujourd'hui un nouvel essor à l'emailing, puisqu'aujourd'hui on le reçoit et on le lit immédiatement dès la réception, même si on est en déplacement. Et aujourd'hui, on consulte immédiatement les emails que l'on reçoit. Donc c'est un avantage bien sûr, puisque la réaction est rapide. Côté menaces, tous les emails aujourd'hui commerciaux ne sont malheureusement pas encore adaptés au mobile. Donc nous essayons bien sûr de faire en sorte que tous soient lisibles, mais il existe encore des emails qui ne le sont pas. Alors, comment fait-on le choix d'une plateforme d'envoi d'emailing? Il y a plusieurs critères à prendre en compte. Là, ils ne sont pas forcément dans l'ordre qui va importer évidemment la personne qui cherche à faire l'acquisition de cette plateforme. Mais pour n'en citer que quelques-unes, en général, on va chercher une plateforme qui va donner des fonctionnalités intéressantes, donc qui va permettre de faire ces envois et puis surtout d'avoir une manipulation qui est facile.
facile à utiliser et avec un certain nombre en fait, de fonctions. En général, quand on parle de fonctionnalités, ce sont des fonctions de tracking qui va nous permettre d'avoir des statistiques sur le nombre de reçus, le nombre d'ouverts, le nombre de cliqués et avec un maximum de détails. Et puis, ce qui va faire le choix de la plateforme, c'est le support que va nous apporter cette plateforme, c'est-à-dire quand on a un problème pour l'utiliser, si ce n'est pas complètement intuitif, est-ce que ce support, on a quelqu'un au téléphone ou dans un chat ou avec une foire aux questions qui nous permet évidemment de faire ce qu'on veut avec cette plateforme. Et puis je l'ai mis en dernier, mais beaucoup de gens considèrent que c'est le premier critère, c'est le prix de revient à l'envoi et par personne de l'utilisation de cette plateforme, sachant que quand on possède des grosses bases de données, les différences de tarifs vont vite impacter votre budget marketing. Donc on va vous citer quelques-unes de ces plateformes, on entend par là des plateformes professionnelles d'envoi d'email. Donc la première plateforme qui est citée, et il n'y a pas d'ordre de préférence dans cette présentation, c'est Email Vision, que vous reconnaissez par son logo et vous avez là aussi son adresse pour pouvoir éventuellement la tester, l'essayer. Deuxième plateforme relativement connue en France, c'est Sarbacane. Et puis nous utilisons chez WSI, et la plupart d'entre nous, Constant Contact, qui est une plateforme avec laquelle nous sommes partenaires internationaux. Et pour la connaître très bien avec Christine, nous avons beaucoup apprécié le support dont a parlé Christine d'ailleurs, le chat en ligne ou la réactivité aussi des personnes qui nous accompagnent. Les fonctionnalités sont très intéressantes et il est vrai que c'est une plateforme très performante aussi et qui évite les spams dans la plupart des cas. La dernière, c'est Mailchimp, que vous pouvez également, comme les autres, tester. Je pense que la meilleure solution, si vous cherchez une plateforme aujourd'hui, bien sûr, c'est d'essayer à votre guise l'une de ces quatre-là ou les quatre. Après, vous choisissez les fonctionnalités qui vous intéressent le plus et vous comparez les prix qui conviennent le mieux à votre usage. Voilà, pour vous aider à choisir, Email Vision est essentiellement basé pour les grands comptes parce qu'il y a un ticket d'entrée qui est pas évident quand on a un petit compte. Et puis l'autre chose, c'est que Sarbacane a l'avantage d'avoir une interface en français, mais est relativement plus cher que Constant Contact, qui lui donc a un très bon rapport fonctionnalité-prix, mais nécessite qu'on connaisse un petit peu l'anglais parce que l'interface est en anglais. Quant à Mailchimp, il est très connu des petits comptes. Il avait même pris l'habitude d'avoir la possibilité qu'on l'utilise gratuitement. Aujourd'hui, ils ont restreint énormément de fonctionnalités, ce qui veut dire qu'on l'utilise gratuitement que pour des fonctions vraiment de base. Et dès qu'on cherche des fonctions un petit peu plus sophistiquées, ça devient payant. Et pour le coup, je trouve qu'il vaut mieux passer sur Constant Contact ou Sarbacane. Voilà pour la précision. Alors, le cycle à respecter, un peu comme dans le business et dans la mise en place des objectifs de votre business pour votre entreprise, il est indispensable de définir des objectifs pour vos emailing. Quelle est la raison pour laquelle vous voulez envoyer des emailing? Et ces objectifs doivent être à la fois qualitatifs et quantitatifs. Comme tout bon objectif, il faut qu'on sache quel est le chiffre qu'on cherche à viser et puis qu'on puisse ensuite sortir les statistiques pour regarder si on se rapproche de ces objectifs. La deuxième étape, ça va être de construire sa base de contacts. Donc là, de deux choses, soit on possède déjà une base de contacts, soit on n'en a pas. Quand on n'en a pas, on peut commencer par louer, acheter. Là, je mettrai quand même des petits guillemets parce qu'il faut absolument rester très très ciblé sur les personnes que vous cherchez à cibler si vous allez les chercher donc, par la location ou de l'achat. La meilleure façon, et on va en parler un petit peu plus loin, ça va être évidemment de construire votre propre base de contacts. Donc, on verra ça plus tard. La troisième étape, ça sera de segmenter sa base de contacts. Et comme on en parle plus tard aussi, je vais rapidement. Et ensuite, de créer, de personnaliser l'emailing, idéalement par segment de base de données. Ensuite, d'exécuter dans le sens où on va envoyer la création sur une plateforme professionnelle qui nous garantit que tout ça arrive en bonne et due forme. Et enfin, la partie quasiment la plus intéressante, c'est l'analyse des résultats qui va permettre en fait de continuer à réviser nos objectifs et de nous améliorer.
Donc la première chose à faire lorsque l'on a prévu d'envoyer un emailing, c'est de se poser la question de l'objectif. Pourquoi veut-on faire un emailing? Et finalement aussi, que veut-on faire aux personnes à qui on va envoyer cet emailing, ces personnes que l'on va appeler maintenant la cible. Quelques exemples de conversion de ce que l'on veut faire à sa cible. C'est par exemple bien sûr acheter en ligne. Une promotion est en cours, on envoie un emailing pour le faire savoir à sa base client. Donc l'objectif poursuivi, c'est de générer un chiffre d'affaires. Deuxième exemple, on veut présenter une vidéo, faire connaître un produit au travers de ce média qui est très très puissant en termes de conversion. Donc on va envoyer un emailing qui va porter cette vidéo par simple clic et qui va diffuser l'information très facilement au prospect. Troisième exemple, on souhaite faire part de la sortie d'un nouveau livre blanc, d'un nouveau catalogue, d'une nouvelle gamme de produits. On va donc utiliser le support de l'emailing pour le faire savoir aussi à ses clients ou à ses prospects. Autre solution, c'est l'inscription à la newsletter. On souhaite agrandir sa base de données, donc on va se servir aussi de l'emailing pour envoyer une information relative à une newsletter et éventuellement aussi, d'ailleurs un emailing, c'est une newsletter aussi avec beaucoup plus d'informations. Enfin, on a aussi la solution de générer des appels au téléphone, tout simplement en donnant à l'internaute qui va recevoir l'emailing un clic qui va générer un appel téléphonique, soit entrant, soit sortant, puisqu'on peut aussi se faire rappeler au téléphone. La demande de devis, ça c'est un objectif extrêmement concret, générer des devis par l'intermédiaire d'une information emailing. Et puis, par exemple, pour les voyages ou les transports, on peut aussi réserver en ligne suite à une information qui vous est arrivée par email. Donc, il est très important d'être extrêmement concret quant à l'objectif. Si vous voulez bien réussir votre emailing, travaillez en amont de façon très précise l'objectif que vous avez par cet emailing. Donc, dans l'étape suivante, on doit construire sa base de contacts. Quand on a écrit « je lui ai dit oui », c'est pour vous sensibiliser sur le fait que vous aurez des bons résultats si vous avez créé une base de données de gens qui étaient d'accord pour être en relation commerciale avec vous. Donc l'idée, c'est de construire une base, mais surtout d'être transparent au moment de la collecte des adresses email sur le fait que vous allez vous permettre d'envoyer des emails. Et pour la petite astuce d'ailleurs, il est beaucoup plus facile de collecter des adresses email si vous mentionnez tout de suite à quelle fréquence vous allez leur envoyer des informations que si vous les laissez dans le flou artistique et que les gens puissent avoir peur d'une trop grande fréquence. Donc pour construire sa base de données, sa base email, il est très important dès lors qu'effectivement les interlocuteurs ont donné leur adresse et sous-entendu accepté et dit oui à cette réception d'emailing, il est important d'adresser un message aux personnes donc, qui ont dit oui pour augmenter 3 taux. Le premier, c'est la délivrabilité, c'est-à-dire en fait le fait que l'emailing va bien arriver dans leur boîte aux lettres, leur messagerie. Le deuxième taux, c'est la conversion. C'est donc ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que l'internaute qui a ouvert l'emailing va réellement cliquer pour conduire un acte d'achat ou pour demander un devis ou pour demander à être rappelé au téléphone, par exemple. Et puis enfin, on a la confiance. Dès lors que l'on a donné son accord pour recevoir des emails, si on en reçoit, c'est qu'on a a priori confiance dans la marque qui va vous l'envoyer. Et on va le dire tout à l'heure, mais je dévoile un petit peu le sujet, c'est que dans l'objet du mail, il est important d'afficher la marque pour que lorsque l'internaute reçoit le mail, il sache tout de suite qu'il lui envoie un message. Alors, comment vais-je faire pour que ma base de données, qui aujourd'hui est petite, puisse devenir de plus en plus importante? Alors là, on vous donne 6 pistes, mais il y en a bien d'autres encore. D'abord, le demander lors d'un événement, par exemple. Donc, quand on dit le demander, c'est que ça soit dans le monde online ou offline. Vous avez des occasions quand vous tenez un magasin ou un stand dans une foire, de demander aux personnes de vous donner leur adresse email. Soit elles le mentionnent par écrit sur un coupon,
coupon, soit vous mettez à disposition un endroit où elles peuvent le saisir, soit tout simplement si c'est dans un magasin, la caissière peut s'arranger pour taper directement ça dans son système CRM, c'est-à-dire de gestion de relations clients, pour faire cette collecte quand on est physiquement devant la personne. La deuxième piste, c'est de créer un espace contact sur le site web. Alors, contact sous la forme d'une page contact ou d'un formulaire à remplir ou d'une demande d'inscription à une newsletter et de le faire savoir à plusieurs endroits sur le site et pas juste à un seul. Ça, c'est une bonne façon de faire que des personnes qui viennent sur votre site et que vous n'auriez pas pu contacter puissent vous laisser leurs coordonnées de façon plus ou moins impliquante. La moins impliquante étant de s'inscrire à une newsletter et la plus impliquante étant celle de remplir par exemple un formulaire de demande de devis et allant même jusqu'à évidemment l'achat en ligne. Alors, créer un renvoi depuis les réseaux sociaux, c'est profiter de votre présence sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire un renvoi sur le site internet, sur les pages, le ou les pages sur lesquelles on va pouvoir faire cette collecte de contacts. Quatrième piste, c'est de pouvoir, à l'intérieur de l'email que vous faites partir régulièrement, rajouter une petite phrase de partage avec un ami. Donc là, ne pas oublier de pouvoir, surtout si vous utilisez une plateforme professionnelle, cocher la fonctionnalité qui permet qu'un email qui arrive à une personne puisse être partagé par email ou sur les réseaux sociaux avec d'autres personnes. C'est une bonne façon de compléter la collecte autour de la personne dont vous avez déjà les coordonnées. Donc la cinquième piste, louer puis acheter des bases. Donc là, quand on marque louer avant d'acheter, c'est parce qu'il est vraiment nécessaire de tester d'abord la pertinence entre la base que vous voulez acheter et puis les produits et les services que vous voulez vendre. En commençant par faire une location de fichiers, de voir ce que donnent les résultats et ensuite de n'acheter la base que quand vous avez la conviction que cette location était un test positif. Une sixième piste, c'est d'organiser un concours. Alors là, attention, on n'organise pas un concours en le diffusant sur le web pour que tous les attrape-niveaux viennent s'inscrire dans votre base de données et ne convertissent jamais. On l'organise plutôt au niveau des prospects ou des clients qui aujourd'hui sont déjà vos clients, mais pour lesquels vous ne connaissez pas l'adresse email. Typiquement, si je suis un restaurant et que j'ai énormément de gens qui passent dans mon restaurant, mais que je ne cherche pas à collecter leur adresse email, j'ai beaucoup de clients pour lesquels je ne connais pas l'adresse email, donc je ne peux pas les recontacter. Donc en organisant un concours dans le restaurant qui n'est visible du coup que de mes clients, je vais pouvoir les envoyer sur Internet, par exemple, pour collecter leur adresse email et leur faire gagner des choses intéressantes. Voilà pour plusieurs pistes pour faire grossir votre base de contact. Alors, une fois qu'on a établi sa base de contact, eh bien, on a ensuite à segmenter cette cible. On a par exemple au sein de sa base de contact des prospects d'un côté, des clients de l'autre. Il est bien évident que il faut séparer les clients des prospects lorsque l'on va faire un emailing. On ne va pas dire les choses de la même manière aux uns et aux autres. Après, si on veut segmenter par l'âge ou par éventuellement, je ne sais pas, dans le domaine des loisirs, une catégorie de loisirs versus une autre, il est très important de segmenter aussi cette base pour que le message soit bien adapté et convertisse plus facilement. Donc le contenu est roi, ça on le sait, on a tout juste 3 secondes et quelques mots pour convaincre, d'où l'importance après du contenu que vous allez mettre dans cet emailing. Je peux avoir la plus belle base de données du monde, je peux utiliser la plateforme la plus sophistiquée d'un point de vue technologique. Si mon contenu n'est pas, un, intéressant et deux, pertinent, je ne saurais pas transformer ces personnes en clients grâce à mes emailing. Donc on va continuer par le contenu et le premier contenu que les internautes vont voir dans leur messagerie, c'est l'objet du mail. Là on a un exemple qui nous dit tout à moins 50%, vente flash vin. On comprend tout de suite si on est intéressé par le vin que c'est un mail qui peut éventuellement nous intéresser et puis on a immédiatement un chiffre sous les yeux, 50%,
qui est très attractif. Donc, si on est dans la bonne cible, on est tenté d'ouvrir ce mail. Donc, c'est très important, c'est même la première étape dans le domaine du contenu, c'est de soigner correctement l'objet de l'email qui est envoyé au client et au prospect. Oui, tu as raison Christine. Aujourd'hui, on voit encore beaucoup trop d'objets d'emailing qui sont très vagues en fait. On ne sait pas ce qu'on va gagner à ouvrir l'emailing. Or, il faut imaginer que l'objet de l'emailing, c'est ce qui va donner envie aux gens d'ouvrir l'email. Alors, il ne faut quand même pas tomber dans le piège du spam, donc c'est-à-dire de l'emailing qui va du coup être classé par les logiciels anti-spam dans un endroit où les gens ne le verront jamais. Et pour ça, il faut éviter les ponctuations excessives, c'est-à-dire quand dans l'objet de l'email, on va mettre plusieurs points de suspension, on a des chances d'être sanctionné par ces logiciels anti-spam. Quand on met une rédaction de l'objet en majuscule, et là, un mot encore ça passe, mais quand tout l'objet est entièrement en majuscule, on est à peu près assuré que cet email arrive dans les courriers indésirables, donc ne sera pas lu. Les signes spéciaux qui passent mal, c'est pas tant le fait qu'ils vont être arrivés en spam, mais ils vont se transformer en hiéroglyphes, ce qui est quand même pas très sympathique à lire. Et donc, si vous avez des sigles comme l'euro à mettre dans l'objet, si vous voulez être sûr qu'il est lu correctement par 100% des gens, écrivez euro avec E-U-R-O-S, vous verrez que vous prenez moins de risques que de mettre des signes spéciaux qui sont ensuite traduits de façon bizarre dans certaines messageries. Une ligne d'objets vide, puisque certains ont pensé que des objets, comme il ne fallait pas, seraient sanctionnés. Ils ont imaginé qu'avec un objet vide, ça marcherait mieux. Ça ne marche pas mieux. Les logiciels anti-spam, là aussi, considèrent que là, il y a une feinte et que si l'objet est vide, c'est que vous cherchez à attirer l'attention de façon malsaine. Donc, évitez la ligne d'objets vide si vous faites donc du publipostage, donc à certain nombre de gens. Et puis les sujets vagues ou du type newsletter de mars 2013 qui là ne donnent pas envie d'ouvrir, c'est pas qu'on arrive en spam, mais c'est le fait que ça ne va pas aider à ce que cet email soit ouvert. Voilà les choses à éviter. Dans les autres choses qu'on n'a pas mises également, c'est qu'il y a des petits malins qui mettent RE comme s'il s'agissait d'une réponse à quelque chose qui avait été envoyé par celui qui va le recevoir. Et là aussi, les logiciels anti-spam considèrent que c'est une astuce et les mettent en courrier indésirable. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'objet. On continue de parler de l'objet avec finalement des petites astuces comme fin des soldes, dépêchez-vous, c'est maintenant, demain c'est le dernier jour. Ce sont des appels en fait à l'urgence qui obligent quelque part l'internaute à se dépêcher de cliquer, même si ce n'est pas malheureusement toujours vrai. On a constaté que l'ouverture de l'email est boostée par ces mots d'urgence. Donc, n'en abusez pas, mais testez-les de temps en temps pour voir, mais ça marche assez bien. Donc, l'urgence, les chiffres et les mots-clés qui correspondent à la cible que vous visez sont des astuces qui marchent bien dans l'objet des emails. Sincèrement, si vous avez des promos qui s'arrêtent à J-2, écrivez-le au tout début de l'objet, parce que J-2 pour profiter de je ne sais pas trop quelle promo, c'est quelque chose qui marche bien. Alors, utiliser les nombres, ça c'est une tactique marketing que beaucoup de professionnels connaissent. Les gens aiment bien les nombres, les 5 astuces que vous allez découvrir pour ceci, les 10 jours formidables de telle et telle enseigne. Ce sont des titres qui donnent envie d'ouvrir et d'en savoir plus. Une règle d'or aussi, et là on va rentrer beaucoup plus dans le contenu et le corps de l'emailing, on va quitter l'objet maintenant, c'est de tester, de retester, de tester encore. Comme le disait tout à l'heure Christine, si la base compte 10 000 contacts, il est bien évident qu'on ne va pas envoyer un emailing sur les 10 000 contacts sans faire de test au préalable. On va donc envoyer une version A sur 1000 contacts, une version B sur 1000 contacts, qui sont différents, et on va regarder, enfin 2 versions différentes, hein, je parle de A et B, et on va regarder quels sont les résultats. Et bien sûr, on va envoyer le mailing final vers la meilleure des 2 versions, celle qui a le mieux ouvert le mail et celle qui a le mieux converti. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la première tendance des résultats est souvent la bonne,
très souvent la bonne. Donc ne perdez pas non plus trop de temps à étudier et analyser la version A et la version B. Restez extrêmement pragmatique. Mais il est très important de tester, surtout quand la base est importante en termes de nombre de contacts. Voilà, là on parle de tests en fait de contenu qu'on va envoyer sur une même base. Le test le plus important encore avant de commencer à faire des tests de contenu, ça va être de faire des tests de fichiers. Ça c'est vraiment la première chose à faire, c'est de vérifier que vous avez que des fichiers qui sont réactifs. Alors, pour parler des clés du succès d'un message réussi, on va parler, une fois qu'on a passé l'objet, de l'accroche. C'est la première chose qu'on va lire quand on va ouvrir l'email, mais c'est également ce qui peut apparaître dans la prévisualisation. Vous savez que sur les messageries professionnelles, essentiellement Outlook, on a la possibilité de prévisualiser l'email même sans l'ouvrir, et du coup, c'est cette accroche, cette première ligne en haut qu'on lit. Et il est important du coup de bien la soigner et de lui donner à l'internaute l'idée de ce qui va être la suite du contenu. Comme ça, s'il ne l'ouvre pas, au moins il aura eu le message qu'on veut lui faire passer. Donc là, on est sur un exemple, Alain Flelou qui, sur une certaine période, offrait voilà, une offre spéciale pour les fêtes. Et donc, soignez bien cette accroche en haut du message. Elle peut être lue même quand l'email n'est pas ouvert. Ce qui est d'ailleurs très important, c'est de toujours mettre l'accroche au-dessus pour éviter que l'internaute ait à scroller, c'est-à-dire utiliser sa souris pour voir le bas de l'écran, ce qu'il ne fera pas toujours. Donc pour cette raison-là aussi, il est important de mettre l'accroche importante au-dessus. Deuxième conseil, et celui-là on va le répéter plusieurs fois, on n'en a pas encore parlé, c'est ce que l'on appelle dans notre jargon le Call to Action ou le CTA, qu'on peut aussi appeler appel à l'action ou bouton d'action. C'est un bouton que tout le monde connaît aujourd'hui sur lequel on va cliquer pour pouvoir agir. Et c'est grâce à ce bouton qu'on va générer une conversion. Et là, sur cet exemple de Pirate Paradise, on voit très clairement le bouton en orange qui vous propose de voir la carte du restaurant et le bouton rouge qui vous permet de réserver une table à ce restaurant directement en ligne. Donc ces boutons-là qui sont très visibles sont des boutons absolument essentiels dans tous les mailings que vous envoyez. En effet, Christine, il est toujours important de prendre l'internaute par la main, hein, que ça soit sur le site internet ou dans les emails. Vous devez clairement lui exprimer ce que vous attendez qu'il fasse. Alors, expliquez-lui aussi les bénéfices à ce destinataire, parce que parler simplement de vous, votre intérêt de vendeur ne l'intéresse pas. Par contre, lui parler des bénéfices que lui aura en tant qu'utilisateur, ça va évidemment aider à ce que votre emailing soit performant. Donc là, on est plus dans des tactiques de l'ordre du marketing, mais il y a des bases de marketing qui doivent évidemment s'exprimer dans ce levier emailing. Autre petite astuce, ce sont les listes à puces que vous avez sur Internet partout et dans tous les logiciels de bureautique. Utilisez-les lorsque vous avez à lister, par exemple, une liste d'avantages clients, parce que ce sont des moyens beaucoup plus simples pour les internautes et qui facilitent la lecture. Un long paragraphe qui contient les avantages ne sera pas lu facilement, contrairement à une liste avec des petites puces bien claires, colorées et bien visibles. Donc ça, on l'utilise beaucoup dans les emailing. On l'utilise bien sûr sur d'autres supports, mais en particulier sur toutes les pages web. Vous verrez, il y a de plus en plus aujourd'hui de petites bulles, de petits bullets, hein, qui sont ces listes à puces. On va montrer quelques exemples tout à l'heure. On en a un d'ailleurs. Alors, autre conseil pour le contenu, c'est qu'au-delà du texte, il faut utiliser des beaux visuels. Soignez les visuels. L'idée, c'est que votre email commence déjà par une en-tête qui spécifie et qui rappelle qui lui parle et comment prendre contact avec vous. C'est quand même la meilleure façon d'imaginer avoir des conversions, surtout si on attend des appels téléphoniques, par exemple. Et la qualité des photos et la façon dont vous les aurez
bien présenté dans cet email va participer à l'envie ou non de lire ou d'en savoir plus sur votre entreprise. Donc ça, c'est un conseil pour l'email, mais c'est également un conseil pour les pages web. Là, aujourd'hui, les gens sont très très sensibles à l'esthétique et au fait que les photos soient à la fois jolies, mais aussi de qualité. Les photos floues, trop petites, mal présentées les unes à côté des autres, vraiment, ça ne donne pas envie. Mais par contre, ne pas tomber dans le piège opposé qui est de faire partir un email avec une seule image. Ça, aujourd'hui, c'est très sanctionné par les logiciels anti-spam. Et ce que nous vous conseillons, c'est une alternance de texte et de visuel. Et l'idéal étant d'avoir à peu près 2 tiers de texte pour 1 tiers de visuel, mais surtout pas une image unique qui part dans l'email, parce que là, elle a des grandes chances d'arriver en courrier indésirable. Alors, il y a un avantage, Christine, aussi aux photos, c'est que vous pouvez aussi créer un lien. Là, on le voit par exemple avec les plantes aquatiques. L'internaute s'aperçoit avec la souris qu'il peut cliquer et il va atterrir directement sur toute la gamme des plantes aquatiques. Donc, c'est également finalement un appel à l'action par l'intermédiaire d'une photo. On peut l'utiliser à double titre. Bien sûr. Et plus on met de liens sur cet email, et plus on a des chances d'avoir des visiteurs sur le site. Donc, quelles sont aussi les clés du message réussi? Eh bien, c'est tout simplement le partage, ce qu'on appelle, nous, aussi le module de viralité. Vous avez indiqué par cette flèche orange les accès à Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Tout simplement pour pouvoir partager cet email que vous avez reçu ou cette newsletter avec d'autres personnes sur votre propre réseau. C'est important parce que quand quelque chose vous plaît, aujourd'hui, on a l'habitude et même le réflexe de le partager sur Facebook, par exemple. Et de par ce partage, eh bien, les autres qui vont le recevoir vont le repartager à leur tour et on va rentrer typiquement dans le système de la tâche d'huile. Et ça, c'est très important aujourd'hui de pouvoir le faire, ce que l'on ne peut pas faire avec un publipostage sur format. Exactement. Et sur la plupart des plateformes professionnelles aujourd'hui, c'est juste une case à cocher. Et du coup, ça permet que ce module de viralité s'affiche. Donc, c'est absolument pas compliqué à faire quand on utilise les plateformes qui ont ces fonctionnalités. Donc délivrer, là est le challenge. Comme vous voyez, on vous a fait toute une liste de raisons pour lesquelles votre courrier ne sera pas livré. Donc aujourd'hui, l'essentiel déjà, pour être sûr que quelqu'un va pouvoir lire votre email, il faut qu'il puisse le recevoir. Et quelles sont les raisons pour ne pas être livré? C'est relativement simple. Si vous envoyez trop souvent, trop fréquemment des emailings à vos clients ou à vos prospects, ils peuvent en arriver à s'agacer et à se désinscrire. On n'en a pas encore parlé, mais la désinscription est une obligation lorsqu'on envoie un email. Souvent, on trouve ce petit lien en bas de page. Et bien sûr, si on envoie, on va dire, 3 ou 4 mailings par jour, là j'exagère, mais ça peut arriver, on va tellement agacer l'internaute qu'il va se désinscrire. Donc du coup, vous aurez perdu la possibilité aussi de lui envoyer des informations. Si les envois sont trop lourds et ne permettent pas à la messagerie d'accueillir le mailing, évidemment, ça ne marchera pas non plus. Et puis, si vous récupérez des emails d'internautes qui n'ont pas vraiment manifesté d'intérêt pour votre société et qui vont bizarrement, pour eux en tout cas, recevoir un mailing sans avoir mis le pied dans la boutique ou sans avoir donné leur email, ils risquent aussi de se désinscrire. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure Christine, si on met dans l'email une seule image et pas de texte, eh bien, on va rentrer aussi dans cette mauvaise catégorie des emails qui seront bloqués. Donc, faites attention, l'internaute peut aussi lui-même vous déclarer comme spammer et vous mettre systématiquement dans les courriers indésirables. Ce qui a pour conséquence de bloquer la diffusion de vos emails à partir du serveur. Hein. C'est ça ce qu'on appelle être blacklisté. C'est que du coup, les messageries des gens qui reçoivent les emails interdisent après que votre serveur puisse diffuser d'autres messages. Alors Christine, donc là, mesures et ajustements, on va vous parler des différents endroits où on va chercher à collecter des statistiques pour pouvoir savoir si nos emailings ont marché.
Alors, quand on envoie un email ou une newsletter, il y a les emails qui sont reçus d'un côté, là on est content, et les emails qui ne le sont pas. Donc, c'est ceux qui ont été déroutés par des logiciels anti-spam et qui sont arrivés, ou plutôt à ce niveau-là, ceux qui avaient une mauvaise adresse. Donc là, les serveurs n'ont même pas pu trouver à qui livrer parce que l'adresse était mauvaise. Donc là, on a plutôt un problème technique. Il y avait un accent sur le « et », il y avait un wanadoo point sans que le FR soit marqué. Voilà. Donc là, on a toutes ces adresses qui ne pourront jamais arriver parce qu'elles étaient mal formatées ou qu'elles n'existent pas. Et puis, dans un niveau en dessous, celles qui avaient des bonnes adresses qui peuvent arriver soit dans la boîte de réception, dans ces cas-là, on est content, soit dans la boîte donc des spams qu'on appelle en français des courriers indésirables. Là, on l'est moins pour toutes les erreurs qu'on a pu faire et qui fait que les logiciels anti-spam nous font arriver notre message dans ces courriers indésirables. Eh bien, on a perdu une chance d'être en contact avec le prospect. Et puis, on a évidemment des personnes qui vont nous mettre ça à la poubelle, soit de façon manuelle, soit de façon automatique, puisqu'il y a des façons aussi dans notre messagerie de décider, au-delà de la désinscription, que telle personne ira directement à la poubelle. Pour ceux qui ont la chance d'avoir reçu l'email dans la boîte de réception, là, deux actions possibles. Soit on ouvre cet email, soit on n'ouvre pas. On n'ouvre pas parce qu'on a trouvé que l'expéditeur, on ne le connaissait pas ou c'est quelqu'un qui ne nous intéresse pas. Ou alors l'objet de l'email ne nous a pas parlé non plus, ne nous a pas donné envie de l'ouvrir. Pour ceux qui ont décidé de l'ouvrir, soit parce qu'ils aiment l'expéditeur, soit parce qu'ils ont trouvé intriguant cet objet qui leur fait savoir qu'un message pourrait être intéressant à l'intérieur, on va donc ouvrir l'email et là, soit l'email nous demande de cliquer, on le fait, soit ça nous demande de cliquer mais on ne l'a pas fait. Et en général, quand on clique, c'est pour arriver en fait sur un site internet où là va se faire la conversion, c'est-à-dire le fameux téléchargement, remplissage de formulaire, achat en ligne, quoi, ce qu'on lui a demandé de faire, une réservation ou une inscription à un événement. Et puis, si on n'a pas cliqué, c'est pas forcément un mauvais indicateur. Ça peut être parce que on a simplement demandé aux gens de lire une information. D'être tenu au courant qu'il y aura un événement et qu'on recevrait un jour peut-être d'autres informations dessus ou tout simplement la lecture de cet emailing qui en général est une newsletter suffit parce que c'était la seule chose qu'on souhaitait que la personne fasse à réception de cet emailing. Du coup, de ce schéma-là, vous allez voir que nous allons vous expliquer les différents taux qu'on va surveiller dans nos statistiques. Et ce que disait d'ailleurs Christine tout à l'heure en introduction, c'est que la partie analyse après envoi et ouverture par les internautes ou non-ouverture de l'emailing, c'est ce qui est pour nous le plus intéressant, puisque c'est grâce à cette analyse que pour les emails suivants, on va progresser, optimiser de manière à ce que les conversions se fassent de mieux en mieux. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est bien sûr combien de personnes ont reçu l'emailing, combien de personnes ont réussi à recevoir l'emailing, si toutes les choses ont été bien faites. Et surtout, on va se poser la question de savoir pourquoi certains n'ont pas été délivrés. Donc, tu citais tout à l'heure, Christine, l'exemple du wanadoo point. Moi, j'en vois de temps en temps dans les bases qui nous sont données où il y a le point F, mais il manque le petit R. Et du coup, ça ne marche pas. Il suffit d'un seul caractère pour que l'email ne puisse pas être délivré. Une fois qu'on a fait l'analyse de pourquoi ça a été délivré, plutôt pas délivré, on va regarder parmi celles qui l'ont reçu, combien ont ouvert le mailing. Et puis, on a aussi la possibilité de savoir qui a ouvert, puisque grâce à nos plateformes, nous avons la liste des personnes qui ont ouvert et la liste des personnes qui n'ont pas ouvert. Ça, c'est un indicateur extrêmement intéressant, parce que quand on invite des personnes à un événement, les personnes se sont inscrites ou pas, mais en particulier, si on a besoin de relancer par rapport à l'invitation, on va éviter, dans la mesure du possible, de ressolliciter une personne qui a déjà ouvert ou qui s'est déjà inscrite, hein, bien sûr. Voilà, donc ça c'est un indicateur important. Enfin, si on a 2 ou 3 boutons d'action dans le mail, on l'a vu tout à l'heure avec les fleurs, les plantes aquatiques, les bambous, etc., on va regarder quels sont les boutons qui ont été les plus cliqués et on va de là en déterminer quels sont les intérêts, peut-être plus ou moins pour un produit ou pour un autre. On va aussi regarder si certains boutons qui sont mal placés, peu cliqués,
peuvent être éventuellement déplacés vers une meilleure place visuellement, en tout cas, pour être plus souvent cliqués par les internautes lors du mailing suivant. Ensuite, on va regarder bien sûr qui s'est désinscrit. On reçoit régulièrement la liste des désinscriptions. Et là, on va aussi se poser la question de l'intérêt de nos interlocuteurs pour nos messages ou éventuellement de certaines erreurs qu'on aurait faites au moment de l'envoi vers des interlocuteurs qui ne sont pas concernés. Et puis, on a également, bien sûr, le taux de personnes qui a partagé cet email au travers des réseaux sociaux ou envoyé à son entourage. C'est une donnée aussi qui est très intéressante pour nous. Plus il y a de partage, plus cela prouve que l'email est intéressant. Alors, on en vient à l'entonnoir de conversion. Comment va-t-on pouvoir calculer que cet emailing était un succès? Eh bien, le taux de conversion d'un emailing, pour nous, c'est le croisement de 3 taux. On a d'abord un taux de livraison, donc on a parlé. Le taux de livraison, ça va être le nombre de gens qui ont reçu l'email versus ceux à qui on l'a envoyé. Donc là, entre les deux, on a toutes les mauvaises adresses. Et ensuite, on va avoir le taux d'ouverture, le nombre de gens qui ont ouvert l'email après avoir vu donc, ce destinateur et cet objet qui les ont intéressés, et le taux de clic avec le nombre de personnes qui ont cliqué versus le nombre de personnes qui ont ouvert. Et c'est quand on multiplie tous ces 3 taux qu'on va pouvoir donner un taux de conversion de cet emailing. Pour donner un exemple, en termes de livraison, aujourd'hui on voit des statistiques entre 90 et 99%. Quand vous avez une première fois un envoi d'email, il peut être normal, on va dire, de n'avoir que 95% de livraison parce que vous avez des mauvaises adresses, mais ensuite, comme vous êtes censé nettoyer votre base de données, quand on a des taux de livraison qui ne sont pas à 99, quelque chose %, c'est que la base n'a pas été bien entretenue. Pour les taux d'ouverture, on a habitude de constater des taux d'ouverture entre 10 et 30%. Là, ça dépend aussi si on est en B2B ou en B2C. On a en général moins de taux d'ouverture en B2B qu'en B2C, donc on est plutôt entre 10 et 15 en B2B, et alors qu'on peut facilement monter des 15 à 25%, voire en période promotionnelle, si on a un objet avec des forts pourcentages, par exemple, ou une offre irrésistible, pouvoir dépasser les 25-30%. Et puis les taux de clic, bah, ça dépend aussi de si vous demandez aux gens de cliquer quelque part, sur un bouton ou sur plusieurs boutons, puisque là, tous les emails ne partent pas avec la même envie de faire cliquer, mais on a un taux qui, en général, est entre 10 et 20% constaté, là qu'on soit en B2B ou en B2C. Le ROI, donc qui pour nous est le retour sur investissement, c'est un calcul que nous faisons systématiquement, et pour le faire, nous multiplions tout simplement la valeur d'une conversion par le nombre de conversions et nous divisons par le coût du mailing. Donc on va vous donner tout simplement un exemple. Imaginons que vous avez payé votre emailing 500 €. Si la valeur du panier moyen, on va se situer dans le cadre par exemple d'achat en ligne, est de 50 € et que vous avez 100 personnes qui ont converti, qui ont cliqué pour acheter un panier de 50 €, vous générez via l'emailing un chiffre d'affaires de 5 000, et bien votre retour sur investissement sera d'un coefficient 10 puisqu'on aura divisé 5 000 par le coût de l'emailing, c'est-à-dire 500. Donc il y a 2 façons aujourd'hui d'augmenter son ROI. La première, bien sûr, c'est de diminuer les coûts. Premier conseil, c'est d'éviter d'envoyer cet emailing à de mauvaises adresses puisque vous n'aurez pas de taux de délivrabilité suffisant pour avoir un bon résultat. Et puis deuxième solution, c'est bien sûr pour éviter ces mauvaises adresses, de faire attention à bien nettoyer votre base et à bien la qualifier. Et je répète, qualifier, ça veut dire envoyer le bon message vers la bonne cible. Voilà donc la première étape, réduction des coûts.
Et une fois qu'on a réduit les coûts, on va chercher en fait à augmenter la conversion. Donc le succès de cet email, c'est d'être pertinent par rapport à sa cible. Donc là, il vaut mieux faire plusieurs emails différents où mon message va être vraiment très en rapport avec ma cible, plutôt que de chercher à faire un gros email qui part sur toute la base de données. On aura des résultats bien plus intéressants. Il faut mettre annuellement donc à jour le profil des bases de données, pour éviter évidemment toutes ces mauvaises adresses, mais surtout pour arriver à connaître le profil de ces personnes, et quand un prospect est devenu client, pouvoir le faire basculer de prospect à client dans la base et ne plus le traiter comme un prospect qu'on va chercher à convertir. Il faut pouvoir bien identifier, se faire identifier comme expéditeur, donc mettre le nom de votre entreprise tel que les gens la connaissent. Si vous n'êtes pas très connu, éventuellement le petit slogan que vous avez l'habitude de mettre à côté du nom de votre entreprise pour qu'on se souvienne que vous êtes dans le secteur d'activité. Dans l'objet, avoir un objet qui s'affiche clairement et qui est un objet surtout attractif. Sachez que les objets en général peuvent être lus simplement sur les premiers mots, donc mettez ce qu'il y a de plus important au tout démarrage de l'objet. Ensuite, dans l'email, eh bien, en insérant un fort call to action, donc ce fameux bouton où on dit aux gens qu'est-ce qu'il faut faire, je réserve, j'achète, je vais voir, je télécharge, je mets des boutons clairs sur ce que j'attends que les gens fassent dans mon email. Ça va aider à la conversion. Et puis, je vais donner une garantie aux sceptiques pour si jamais j'ai du mal à faire des ventes. Eh bien, vous savez, là, on est sur des tactiques marketing. En donnant des garanties, on arrive à augmenter le nombre de gens qui vont se jeter à l'eau pour devenir des clients avec vous. Et puis, si besoin, offrir un cadeau aux clients fidèles, ou un cadeau même à la première commande avec des frais de livraison offertes. Des tactiques là aussi marketing qui vont aider en fait à ce que votre taux de conversion s'améliore parce que l'offre est plus intéressante. Donc, en conclusion, on vous a préparé avec Christine une checklist, les points clés à retenir pour faire au mieux vos emailing. Premier point, l'expéditeur doit afficher clairement le nom et l'adresse postale, si possible, de l'entreprise. Ça, on peut le mettre en bas de page. 2, l'objet du mailing, on insiste beaucoup, mais c'est très important, doit parler dès les premiers mots. 3, l'accroche. L'accroche, c'est ce qui est en haut du mailing, doit être une phrase de préférence centrée et résumer l'essentiel du message. Par la suite, lorsque vous allez mettre le contenu du mailing, on vous conseille aussi, de façon bien technique, on va dire, de mettre bien le texte justifié à gauche, parce que lorsque on voit des mailings qui sont tous centrés, on a du mal à lire. Donc pour aider à la lecture, c'est très important de concentrer la phrase d'accroche en centré, mais de mettre le reste en justifié à gauche. Enfin, on l'a dit aussi, mais on va le redire, bien alterner les textes et les images avec une proportion 2/3, 1/3. Utiliser toujours ces fameuses listes à puces qui permettent une lecture beaucoup plus facile. Et puis enfin, ne pas oublier, c'est très important, c'est vraiment le cœur du mailing, l'appel à l'action, le call to action, avec de préférence des couleurs qui correspondent à votre charte graphique, bien sûr, à votre logo, pourquoi pas, mais des couleurs qui attirent l'œil. Voilà, et pour terminer donc les bonus. Oui, on vous a concocté quelques bonus. Là, on parle en termes de création et pour rester crédible dans les emails que vous envoyez, limitez le nombre de couleurs utilisées dans l'ensemble de l'emailing, c'est-à-dire que plus il y en a et plus c'est moche en général. Donc essayez de retrouver les couleurs qu'il y a dans votre logo et de pouvoir associer, on va dire idéalement, 2 ou 3 couleurs qui reviennent régulièrement dans l'email, ça fait beaucoup plus professionnel. Proposer un lien de désabonnement qui fonctionne. Donc là, le qui fonctionne, je l'aurais bien mis en 36 de taille de caractère parce qu'il y a trop de personnes aujourd'hui qui pensent qu'elles ne veulent pas diminuer la taille de leur base de contact et donner la possibilité aux gens de se désabonner, ce qui est une grave erreur. Ne cherchez à envoyer des messages aux gens qui sont d'accord pour les recevoir. C'est vraiment la base de notre marketing emailing. Donc n'oubliez pas de mettre un lien de désabonnement et ce lien est vraiment automatique dans les plateformes professionnelles et permet que vous n'ayez pas à gérer vous-même à la main les désabonnements, ce qui prend du temps, ce qui n'est pas fait correctement.
Donc en automatique, c'est bien, il faut que ce lien fonctionne donc. Déterminer le meilleur jour et l'heure d'envoi de l'emailing, c'est plutôt important en B2B, alors qu'aujourd'hui en B2C, on s'aperçoit que presque tout est lissé dans la semaine. Et l'arrivée aujourd'hui des smartphones et des mobiles fait que on a pratiquement une lecture toute la journée et tous les jours chez les particuliers. C'est un petit peu moins vrai donc quand on fait du B2B, et la journée à éviter, c'est le lundi et le vendredi, ce qui nous laisse le mardi, le mercredi et le jeudi pour que nos emailings soient efficaces. Pensez à créer les emailings sur une seule colonne pour faciliter leur lecture sur mobile. Ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on a donc plus d'un tiers des emails qui sont lus sur une tablette ou un mobile, et qu'aujourd'hui, ces écrans qui sont petits ont plus de facilité à être à donner envie de lire si l'emailing du coup est sur une seule colonne, alors qu'on avait l'habitude dans le passé de construire sur 2 voire 3 colonnes les emails en pensant qu'ils étaient très beaux quand ils s'affichaient sur les PC. Pensez aujourd'hui qu'il y en a de moins en moins qui s'affichent sur PC. Et puis proposer le lien miroir, c'est ce fameux lien où on dit que si les images ne s'affichent pas ou que votre email a du mal à s'afficher, en cliquant là-dessus, vous avez la version jumelle qui est portée sur le serveur de votre plateforme d'envoi d'email et qui permet d'avoir une version en ligne. Et ce lien miroir est, je trouve aussi, indispensable pour que votre emailing soit, 1, professionnel, et 2, puisse être accessible de toutes les personnes, y compris ceux qui ont des messageries qui ne permettent pas d'afficher bien ce que vous avez envoyé. Voilà Pierre, je pense que nous avons terminé et que maintenant nous attendons les questions. Voilà, on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Donc déjà, merci beaucoup Christine Santerre et Christine Quin donc, pour cette présentation de qualité. Donc vous pouvez nous envoyer vos questions via la boîte à questions. On a déjà reçu quelques questions, donc n'hésitez pas, on va y répondre d'ici quelques instants. Donc en attendant, donc je vous rappelle que le livre Digital Minds est en vente, donc coécrit par les consultants du groupe WSI. 12 clés pour développer votre business sur le web. Donc d'ailleurs un chapitre est dédié à l'emailing, donc si vous voulez en savoir plus. Donc voilà, en vente sur Amazon, ou vous pouvez passer par le site internet WSI. Il y a un lien pour le bouquin. Donc avant d'attaquer les questions-réponses, un dernier sondage donc pour voir un petit peu vos besoins, pourquoi vous souhaiteriez être contacté, pardon. Donc, je lance le sondage. Donc voilà. Vous pouvez y répondre. Donc, souhaitez-vous être contacté pour donc acquérir une base de contacts qualifiée, créer, router, analyser une campagne pour promouvoir un produit, service ou un événement, fidéliser vos clients via des newsletters, intégrer l'emailing et la newsletter dans une stratégie digitale globale, et à quelle échéance vous souhaitez envoyer des emailings. Et donc si c'est un besoin plutôt urgent ou pas. Voilà. Donc voilà pour les réponses. Donc ce serait plutôt à 43% fidéliser via des newsletters donc, et ensuite acquérir une base de contacts qualifiée avec 35%. Donc voilà, il y a quand même pas mal de besoins. Concrètement, Pierre, il faut préciser que nous avons, dans le cadre du réseau WSI, sur le territoire français, ensuite vos adresses e-mail pour pouvoir, en fonction de vos régions, vous recontacter et répondre à vos questions. Voilà. Ça n'est pas seulement un sondage, hein, vous serez recontacté, voilà. Hop. Donc voilà, ici vous avez les contacts donc de nos interlocutrices d'aujourd'hui, donc Christine Santerre et Christine Quin. Et vous avez aussi un lien voilà, pour les contacter d'autres consultants plus proches de chez vous. Donc n'hésitez pas. Et donc je vous rappelle que le prochain atelier web marketing, donc c'est le jeudi 15 mai de 12h30 à 13h30, et on parlera du mobile et responsive design pour rendre votre marque mobile. Donc voilà, n'oubliez pas de vous inscrire. Donc via le lien que vous pouvez voir ici sur le site internet. Donc on va passer aux questions-réponses. Alors, donc première question.
Donc première question de Claude Nicolas. Lorsque l'on cherche à atteindre des cadres de haut niveau, des gens riches entre guillemets, comment avoir des mails qui passent les dragons, pardon. Qui passe Les dragons. Donc pour qu'ils ne soient pas spammés, j'imagine. D'accord. Alors, Christine, déjà, ça dépend si on est en B2B ou en B2C. Quand on va être en B2B, c'est les logiciels anti-spam de l'entreprise qui vont vous empêcher de pouvoir envoyer ces messages qui vont arriver dans la messagerie. Donc là, on vous a montré quelques erreurs à ne pas faire pour arriver à ce que tout se passe bien. Quand on est en B2C, pour le coup, là, en général, on va être sur des messageries beaucoup moins protégées en termes de spam, et donc votre email devrait arriver. Donc, c'est pas tant la difficulté de faire arriver votre message que de pouvoir, obtenir la liste des adresses email de ces gens très riches qui vous intéressent. Donc là, c'est un premier travail de qualification qui est, à mon avis, certainement le plus épineux. Et puis ensuite, d'arriver à avoir un message, ne serait-ce que par l'objet, qui va leur faire porter un intérêt au message qui, lui, sera finalement arrivé. Je ne sais pas si ça répond à la question posée. J'espère. Donc une autre question, un bon taux de conversion correspond à quel chiffre? Question de Béatrice. On l'a vu tout à l'heure, de mémoire, c'est 2,85%, oui. Qui sont donc bien calculés. Là, c'est la moyenne en fait. C'est la moyenne, hein, bien sûr. Quand on combine tout. On a multiplié en fait le taux d'ouverture par le taux de livraison par le taux d'ouverture, par le taux de livraison, et on arrive à une moyenne de 2,85%, mais il varie en fonction du contexte. Est-ce qu'on est dans un contexte B2C ou un contexte B2B? Et est-ce qu'aussi la base de données était bien qualifiée? Est-ce que le contenu du message est bien fait? Donc il y a énormément de critères qui vont faire varier ce taux de conversion. Là, on vous a donné une moyenne. D'accord. Merci. On a surtout donné des taux pour chacun de ces, des moyennes pour chacun de ces trois taux, hein, parce qu'on a des emails aussi qui n'ont pas vocation à faire cliquer, donc dans ces cas-là, multiplié par le taux de clic qui est à 0, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Mais c'est pour vous donner quand même une idée, et j'ai nuancé en plus entre le B2B et B2C quand j'ai parlé de ces trois taux différents. D'accord, merci. Donc prochaine question, quel jour pour envoyer un emailing ou quel jour éviter? Est-ce qu'il y a des jours spécifiques? Donc, alors c'est vrai qu'on avait beaucoup de règles il y a quelques temps, et c'est vraiment l'arrivée aujourd'hui du web mobile, donc de tous ces smartphones qui font que les gens maintenant lisent leur email quasiment en flux continu, qui a changé la donne. Avant, on envoyait des emailing 48 heures avant un événement en magasin pour être sûr que tout le monde l'avait reçu, l'avait lu. Maintenant, c'est en quelques heures, ce qui a d'ailleurs donné une grosse claque aux campagnes SMS, parce que c'est très rapide. Mais en termes de jours, pour le B2C, il n'y a pas de jour interdit. On s'aperçoit toujours que c'est lu très régulièrement tout au long de la journée, et que les week-ends alors sont peut-être encore plus propices à ce qu'il y en ait un grand nombre qui soit ouvert. Donc là, c'est quand on est dans le B2C, donc pour les particuliers. Et pour le B2B, je vous ai dit, surtout, moi, mon conseil, c'est de ne rien envoyer entre le vendredi midi et le lundi midi. Ça, c'est sûr. Parce que le lundi est une journée de réunionnite aiguë, et là vont s'accumuler tous les emails qui auront été envoyés la nuit, le week-end, et depuis le vendredi, le samedi, le dimanche. Et là, ceux-là, ils sont vraiment lus quasi pas, quasiment jetés à la poubelle, parce que la journée du lundi, on n'a pas le temps d'éplucher tout ce qui est arrivé pendant le week-end. Donc si pour du B2B, voilà, éviter cette période-là. Si on l'envoie par exemple le dimanche et que la personne va le consulter le lundi après-midi après ses réunions du lundi matin, son mailing sera complètement en bas de liste, donc il ne sera même pas visible sur la messagerie. Exactement. Il y a aussi un autre point important pour le B2C. Si on est dans une activité par exemple de jardinage ou loisir et qu'on envoie un emailing le vendredi après-midi ou le samedi matin, ça aussi c'est très pertinent parce que les personnes vont l'ouvrir et immédiatement peut-être convertir. Alors que si on est dans une activité qui concerne la semaine, même si c'est du B2C, eh bien, il vaut mieux effectivement choisir un jour de semaine que le week-end. D'accord. Essayez de coller en fait au maximum à l'activité qui est concernée.
D'accord. Donc une question maintenant de Stéphanie. Est-ce que le lien vers le site web représente un call to action? Oui, bien sûr, mais il y a une façon de le faire. Soit c'est réellement un texte qu'on a mis en lien, donc je veux dire c'est un texte qui ne va pas se détacher du reste du texte, si ce n'est que quand on passe dessus, on voit la petite main qui nous dit que c'est cliquable. Mais ce qu'on vous invite à faire, en fait, c'est à dessiner des boutons. Donc c'est très facile parce que même sous Excel, on n'a pas besoin de s'y connaître en web design pour dessiner des boutons, en faire une image qu'on va intégrer et du coup c'est cette image qu'on va rendre cliquable pour faire venir sur le site. Et là si vous faites ne serait-ce que ce test-là, bon, qui est un peu ridicule à faire parce qu'on a déjà la réponse, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de personnes qui vont cliquer sur un bouton qui est une image à cliquer, que vous aurez mis sur un fond de couleur, que si vous mettez simplement un lien derrière un texte et que ce lien devient bleu et souligné. On a aussi quelque chose qu'on a oublié de dire, c'est que éviter les textes du type « cliquez ici ». Aujourd'hui, on met un bouton sur lequel on peut écrire, par exemple, « inscrivez-vous ici » ou « achetez maintenant » ou « commandez » ou « essayez Voilà. ». Éviter le « cliquez ici » qui n'a plus de sens aujourd'hui. Voilà, Je m'inscris, voilà, Voilà. on est dans l'action. Justement, on avait une question. Quels mots sont absolument à bannir dans l'objet du mail? Dans l'objet, pas dans, Dans l'objet. Dans l'objet. Oui, dans l'objet. Moi, j'ai vu une fois le newsletter partir dans les spams parce qu'en fait, l'entreprise avait mis au point un système anti-spam avec un mot qu'il fallait bannir, c'était newsletter. Donc, si vous envoyez une newsletter, évitez ce mot-là, par exemple. D'accord. Donc une autre question de Julie. Comment mettre en place le tracking de nos emailing? En utilisant une plateforme professionnelle qui a un tracking intégré. Dans les plateformes professionnelles du type Sarbacane, Emailvision, Constant Contact, vous avez une façon en fait déjà d'avoir toutes ces statistiques sur qu'est-ce qui se passe dans, je veux dire, dans l'envoi de mon email, dans les emails ouverts et dans ceux qui ont été cliqués, tout ça. Mais vous avez la possibilité en plus de suivre tout ça dans Google Analytics. Parce que Google Analytics va récupérer le nom de votre emailing comme étant une source que vous allez pouvoir isoler dans Analytics et voir qu'est-ce que les gens ont fait sur votre site quand la provenance c'était un clic sur l'emailing. Donc avec ces plateformes professionnelles, on peut aller vraiment très très loin puisque vous pouvez obtenir le chiffre d'affaires, le nombre de formulaires remplis, le nombre de réservations en ligne faites derrière un emailing. Donc si vous utilisez en fait une plateforme professionnelle, vous n'avez pas besoin de savoir coder quoi que ce soit, c'est très simple. Vous avez automatiquement le système qui va générer pour vous les résultats dans Google Analytics. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il ne faut pas se prendre la tête, c'est très simple. Voilà, on n'a plus besoin de se poser la question sur la partie technologique. D'accord. Donc là, on a une question un petit peu plus ciblée. Donc quel type d'objet ou d'accroche est assez fort pour un appel aux dons pour une association? Si vous avez une idée. Ah, on va essayer d'être créative. Un appel aux dons ou une association. Voilà. Moi, j'utiliserais des verbes comme aider, accompagner, donner. Enfin, donner, ouais. Déjà le mot donner. Donner pour diminuer tel et tel problème. Je veux dire, il faut que ça soit court et il faut que ça soit un verbe d'action au début et qu'on rentre tout de suite dans le sujet de si je donne, qu'est-ce que ça a comme effet et comme bénéfice? C'est de faire diminuer le nombre de cancers de je sais pas quoi. Oui, je pensais aussi à ça, Christine. Si effectivement on mettait dans l'objet, je prends l'exemple contraire, recherche contre le cancer, point. Alors là, ça n'est absolument pas du tout attractif. Alors que si on met donner pour aider à la recherche contre le cancer, là on a quelque chose qui donne envie de cliquer ou d'ouvrir le mail. Un verbe d'action, c'est très important. Donc prochaine question, mieux vaut-il envoyer un email via une plateforme ou via Outlook? Ah bah non, alors là je pense que ceux qui ont suivi l'heure de ce séminaire sauront que à Outlook il faut arrêter. Voilà. Je veux dire, si vous avez 10 personnes à contacter, ça va bien, mais dès qu'on même pour 40 et 50, c'est pas professionnel et vous n'avez pas accès à toutes les statistiques que vous avez besoin d'avoir. Si vous avez que 50 contacts, c'est que normalement ils valent de l'or ces contacts et vous avez besoin de savoir plein d'informations que ne vous donne pas Outlook. D'accord.
Donc une autre question. Si on commence dans un nouveau marché, donc un marché tout neuf, quelle est la meilleure façon d'acquérir des mails? Alors là, on reprend la liste qu'il y avait sur la Voilà, slide. c'est ça. Mais la première chose, c'est en effet qu'à chaque fois qu'on est au contact d'un prospect, sur un salon, sur un site internet, dans une boutique ou autre, on lui donne plusieurs fois l'occasion de donner ses coordonnées. Donc c'est de absolument chercher à choper un maximum de coordonnées de gens qui sont dans votre cible et déjà en situation d'apprendre à vous connaître. Et si vous êtes en lancement de business, très important, à chaque fois que vous rencontrez une nouvelle personne, vous prenez précieusement sa carte de visite et puis quand vous rentrez chez vous, vous rentrez avec beaucoup de précautions sans faire de faute de frappe, son adresse email et en face son nom, son prénom et éventuellement un commentaire. Et vous vous constituez petit à petit une base de données qui est extrêmement pertinente parce que vous avez rencontré la personne et donc vous savez si elle est dans la cible ou pas. Et c'est vraiment du travail de longue haleine. Là, c'est tout à fait, voilà, c'est la tactique du B2B et moi, quand je vous parle de magasins, salons et tout ça, on est plutôt sur une tactique B2C, c'est-à-dire que... Donc aujourd'hui, si vous avez un commerce, surtout demandez les emails à vos clients. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est très important de vous constituer cette base qui vous servira peut-être pas tout de suite, mais qui vous servira de toute façon un jour. Aujourd'hui, on peut demander l'email de quelqu'un comme on demandait à une époque son nom, son prénom et son adresse postale. C'est très bien accepté par les clients. D'accord, une dernière question peut-être parce qu'on a un petit peu dépassé. Donc l'utilisation passer par un professionnel versus l'envoi d'emailing par soi-même, est-ce qu'on obtient une différence de résultat? Tout dépend si vous aimez faire ça ou si vous avez du temps pour le faire. Là, effectivement, vous pouvez vous faire former pour le faire vous-même. Mais si vous n'aimez pas ça et que vous n'avez pas le temps, il vaut mieux le faire par un professionnel. Alors, ton avis, Christine ? Si on parle de résultats, en fait, il y a deux types de résultats. Les résultats technologiques, on va dire que la plateforme permet déjà que ça soit mieux livré et donc forcément que la conversion s'en porte mieux. Et si on parle après de se faire aider d'un point de vue marketing, c'est qu'avec l'expérience de professionnel, vous allez avoir des objets qui sont plus pertinents, des contenus qui sont plus pertinents, une meilleure segmentation de votre base de données. Donc à partir du moment où on joue à tous les niveaux de la conversion, les résultats vont être meilleurs parce que vous allez être accompagné. D'accord. Donc voilà, donc peut-être que pour les questions auxquelles on n'a pas répondu, vous pourrez donc contacter directement Christine Santerre ou Christine Quin. Oui, parce qu'on parle de accompagner, mais en fait accompagner ou former, comme disait Christine, on a un certain nombre de nos clients qui souhaitent passer une journée avec nous pour améliorer l'existant ou créer des choses qui n'existent pas. Et après, on leur montre l'utilisation de l'outil et puis elles savent devenir autonomes. Voilà. Parce que l'objectif de ces formations, c'est de les emmener au bout d'une journée ou deux à créer leur propre mailing pour savoir le refaire une fois suivante. C'est vraiment quelque chose de très opérationnel. Donc voilà, donc merci à tous de votre participation. Donc comme je l'ai dit, les questions auxquelles on n'a pas répondu, vous pourrez contacter donc Christine Santerre ou Christine Quin ou l'un de nos consultants. Et donc je vous donne rendez-vous donc le jeudi 15 mai pour le prochain webinar. Et donc voilà, merci beaucoup à vous Christine pour cette intervention. Merci à toi Pierre et merci à tous. Très bonne journée. Bonne journée à tous. Bon week-end de Pâques. Régalez-vous avec les chocolats. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir.